par les syndicats de police. Les syndicats de police, tous les secrétaires généraux qui seront au moment du départ sur la même ligne. C'est évidemment un symbole fort puisque ça rassemblera tous les syndicats de la police nationale, de tous bords confondus, de tous corps confondus, des gardiens de la paix, des officiers, mais aussi des commissaires. Une voix donc unanime pour contester, pour parler du suicide, de cette vague de suicides qui touche la police nationale. 51 suicides depuis le début de l'année dans les rangs de la police. Il y aura des images fortes, nous promettent les syndicats de police, car aujourd'hui, eh bien, les mots ne suffisent plus. Les mots ne suffisent plus. William Molinier, Éric Ossandon, on va vous retrouver régulièrement pour suivre cette marche. Bruno Millienne, on ne va pas tourner autour du pot. Vous êtes membre de la majorité. Ça fait des semaines qu'on assiste à cette montée en pression de la police, ce malaise qui ne cesse de s'accentuer. Vous ne faites pas ce qu'il faut ou les syndicats sont dans la surenchère? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. On essaye de faire le maximum, c'est vrai, mais ça fait des années et des années. Enfin, tout le monde le sait, chacun d'entre nous qui va sur sa circonscription a en vue, en témoignage, ces commissariats délabrés, ces logements de gendarmes qui sont quasi insalubres, et ça fait des années et des années que ça dure. Donc là, il faut effectivement avancer le plus vite possible. Et évidemment, on est aux côtés, en tout cas en tant que député, on est forcément, en tant que parlementaire, aux côtés de nos policiers. Et puis, il y a eu quand même cet incident des gilets, enfin, pas cet incident, cette crise sociale des gilets jaunes qui perdure maintenant depuis plus de 46 ou 47 semaines, avec des passages excessivement violents, avec des passages où les forces de l'ordre ont été mises à rude épreuve. Et mettez-vous à leur place. Moi, je les comprends, parce que mettez-vous à leur place. Se faire insulter en permanence comme ça tous les week-ends, se faire caillasser quand on va dans des banlieues pas sûres, au bout d'un moment, le ras-le-bol. Ça, c'est pas forcément le gouvernement, quel qu'il soit, qui peut répondre à ça. Donc, leur colère... On vous comprend, on vous entend. C'est mot à mot ce que disait Christophe Castaner ce matin. Colère... Linda Kebab, qui était avec nous, syndicaliste policière, nous disait « ça suffit, c'est de la politique ». Oui, c'est du blabla. Oui, mais attendez, dans les mesures quand même, après je laisserai Laurent répondre, parce que il est déjà... Mais déjà, sur les forces de police, en termes numéraires, on va remettre 1500 fonctionnaires de police en place. Il faut qu'on réaugmente le nombre, qui avait été d'ailleurs baissé. Je ne veux pas polémiquer, mais qui a été baissé sous Nicolas Sarkozy. Ça commence à remonter un petit peu. De 12 000, oui, mais ça n'a pas été remonté depuis. D'autant plus qu'il n'y a pas que la question qu'on en a besoin. D'autant plus qu'il n'y a pas que l'effectif, j'en parlais. Et surtout que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Le gouvernement s'est engagé à créer 10 000 postes sur le quinquennat. Alors 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. Il serait temps de s'y mettre parce qu'on est à mi-mandat et quand on regarde les textes précis, chiffrés, qui sont en train d'être votés, vous savez qu'il y a un plafond d'autorisation d'emploi à la police qui dit le nombre maximum. Et bien ce plafond va passer en un an de 152 000 effectifs à 149 000, c'est-à-dire une diminution. Et quand on regarde bien d'où viennent les postes supplémentaires, on s'aperçoit que ce sont des postes administratifs, des postes à la préfecture. Bref, ce ne sont pas des postes de policiers sur le terrain. Et donc, c'est là qu'on voit bien qu'il y a un écart entre les éléments de compassion, et on les partage évidemment, les éléments de soutien, les éléments de respect envers la police, et les actes. Parce qu'effectivement, depuis Nicolas Sarkozy, c'est une baisse de moyens. Et excusez-moi de le dire, parce que les chiffres sont là, et ils sont précis, ils ne viennent pas de nous, ils viennent du gouvernement, une diminution. Or, quand on voit des policiers qui se font caillasser, qui se font tirer dessus au lance-roquettes, on voit bien qu'il est temps d'agir pour la sécurité, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de zones de non-droit qui sont des choses-trappes pour les policiers, en matière de justice, pour que les gens que les policiers arrêtent, qui les ont eux-mêmes agressés, qui les ont insultés, ne se retrouvent pas dans la rue le lendemain et recommencent leurs méfaits. Et puis surtout, il faut une vraie solidarité, mais une solidarité qui est de ne pas diviser, de ne pas pousser les Français contre les policiers. Et M. Castaner, malheureusement, dans la preuve des Gilets jaunes, a joué un rôle négatif. On a des policiers qui travaillent trop, qui sont à bout de souffle, qui sont mal considérés par leur hiérarchie, qui leur donnent parfois des ordres absurdes et qui ont encore 275 millions d'heures supplémentaires non payées. Les conditions... Ah mais attendez, non, malheureusement... c'est 23 millions d'heures. 23 millions d'heures supplémentaires. 275 millions d'euros. Oui, voilà. Minimal, l'ardoise, 275 millions. J'ajoute à cette liste, merci. j'ajoute à cette liste, et je vous donne la parole, François Grosdidier et Cécile Cukierman. Écoutez ce témoignage d'un policier qui a tenu à parler anonymement à Annie Bazar. Il met en cause sa hiérarchie, la pression du résultat. Pas seulement, il parle aussi de Jean-Luc Mélenchon et des mots qu'il a pu avoir ces derniers temps. Écoutez.
On est fatigué, on est très peu reconnu par les Français et la hiérarchie en même temps et les politiques. Quand vous entendez un certain politique dire que nous sommes des barbares, c'est pas normal d'entendre ces mots-là. C'est pas normal de devoir s'excuser de faire notre travail tout simplement. Et nous, on est fatigué de tout ça. On est fatigué de devoir systématiquement rendre des comptes, systématiquement faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce qu'on va se faire taper dessus, parce qu'on va se faire insulter, parce qu'on va se faire, on va passer à l'IGPN, parce qu'on fait ce que je suis en train de faire là, dénoncer certaines problématiques qui gangrènent la police nationale. Le malaise, il est très très large, on l'entend. Et on convoque y compris les retraites dans cette mobilisation, parce qu'il y a des bonifications spéciales, dites du 5e, c'est-à-dire qu'on offre une annuité aux policiers au bout de 5 ans de cotisation. On voit que le combat, il est quand même très vaste. Oui, sur 5 annuités maximales. S'il vous plaît, nous avons fait au Sénat un travail très approfondi de 6 mois. Qui a donné lieu à un rapport, adopté d'ailleurs à la quasi-unanimité, l'abstention positive des communistes qui n'étaient pas d'accord avec plus grande fermeté de la réponse pénale pour les mineurs, mais qui autrement adhéraient aussi sur tous les autres points. Et on a parfaitement identifié des moyens. D'ailleurs, on n'était pas exempt d'autocritique vis-à-vis du gouvernement qu'on a soutenu, mais qui était dans d'autres contextes. Et c'est beaucoup trop court de poser la question qu'en termes d'effectifs, quand les policiers et les gendarmes passent par exemple les 2/3 de leur temps aux tâches de procédure et aux tâches administratives. Ça représente quelques dizaines d'équivalents temps point. Et donc on avait vous êtes tous d'accord sur le constat. Attendez, on avait pas. Non, mais on a un certain nombre de provisions. Le reproche que je fais au gouvernement, c'est d'avoir totalement dédaigné ce travail. C'est-à-dire de ne pas en avoir repris un dixième. S'il annonce maintenant peut-être un livre blanc qu'on demandait, mais qui est une réponse à long terme, mais pas sur réponse de court terme. Et on a quoi ? On a quoi ? Effectivement, un cumul d'heures supplémentaires qu'on accepterait dans aucune autre profession. Enfin, le ministre me citait lui-même un cas d'un policier qui a 7 ans d'heures impayées. Aucune autre profession, ni publique ni du privé, ne l'accepterait. Quelle profession accepterait de rouler dans des voitures qui ne passeraient pas le contrôle technique s'ils n'étaient pas sérigraphiés ? Je pourrais vous la faire longue. Enfin, on a décrit tout ce malaise qui ne vient pas d'hier, mais qui exige qu'on en prenne la pleine mesure. C'est ce qu'on fait. Et donc, au moins, avec une loi de programmation, c'est-à-dire une lisibilité sur les investissements, avec une autre réponse pénale que celle qui est apportée aujourd'hui, et qui pose même nos policiers en quête de sens sur leur métier. Enfin, ils prennent des risques physiques, doublés de risques juridiques, puisqu'on les met en cause systématiquement, et souvent pour une réponse pénale absente ou totalement dérisoire par rapport aux risques qu'ils ont pris. Donc ils ont le moral dans les godasses depuis des mois et même des années, et le gouvernement, c'est le reproche que je lui ferai, n'a pas pris la pleine mesure. On est à 10% de la réponse quand il au fond de raison. Si j'ai le temps de développer, je développerai. On va mais le fond du problème est là. Vous êtes très bon pour les diagnostics, Non, pour les solutions, je vous renvoie. Des solutions à portée de budget, nous les avons données. Que l'avez-vous fait quand les vôtres étaient au gouvernement ? Syndicale ou pas qui s'exprime à travers ces mobilisations-là ? Je vous pose la question, parce que les syndicats sont très en pointe. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de surenchère. Il n'y a pas de surenchère syndicale. Je crois que, mais cela a été dit. La question n'est pas simplement de se dire qu'il y a un constat partagé. D'abord, on ne découvre pas aujourd'hui le malaise dans la police, et on pourrait également y associer la gendarmerie, parce que ceux qui sont les forces de l'ordre dans notre pays, en fait, font les mêmes métiers dans des territoires différents. Donc, on ne le découvre pas, vous l'avez dit, effectivement, et des réponses sont attendues depuis maintenant plusieurs années. C'est le principe des gouttes d'eau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez les accumuler, puis un jour, ça déborde. Et je crois qu'effectivement, après l'année que nous venons de vivre l'an dernier, après effectivement une espèce d'accumulation, après des missions qui sont confiées aux policiers sur le terrain, mais comme administrativement, et qui parfois sont mal comprises, sont mal perçues, ne peuvent pas être mises en œuvre. Il n'y a rien de pire pour un agent du service public que de ne pas pouvoir mettre en œuvre ce qu'on lui demande, et donc de ne pas répondre aux besoins de la population. C'est vrai dans la police, mais on le retrouve dans tous les grands ministères régaliens dans une république. Donc voilà, des réponses. Mais il y en a. Il y a des choix financiers à faire. Il y a à un moment donné, on peut tourner autour du pot dans ce pays, continuer de dire que l'on fera toujours mieux avec moins, mais l'on ne fera jamais mieux avec toujours moins. Donc oui, il y a besoin d'une façon significative de revoir le budget sécurité dans son ensemble, d'affecter aujourd'hui des personnels supplémentaires, même si ça va prendre forcément un peu de temps, et donc plus on retarde d'une année sur l'autre ces prises de décision, plus cela aura des incidences sur le long terme. J'en terminerai. Oui. Et peut-être aussi revoir avec l'ensemble des organisations syndicales, puisqu'elles sont rassemblées aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait
et comment l'on répond à cette problématique dont on parle chaque année, qui est l'accumulation d'heures supplémentaires qui aujourd'hui, inévitablement, on le sait pour un certain nombre d'agents, ne sera pas récupérée. Je posais la question tout à l'heure à une syndicaliste, je disais quelle première mesure pour faire baisser la pression? Il a été question des retraites. Écoutez, je ne pense pas que la réforme des retraites soit une des premières mesures qui va régler le problème. C'est la réponse qui m'a été faite. Vous allez y toucher à la retraite et au système de retraite des policiers. Le régime spécial de la police sera, comme tous les autres, supprimé au nom de l'égalité entre tous. D'abord, vous allez un petit peu vite parce que c'est pas forcément ça qui va être fait. Je n'ai pas compris la réforme des retraites. Alors. Non, mais attendez. Pour l'instant, la réforme des retraites n'est qu'à l'état de projet. Il n'y a même pas de texte de déposé. Et sur la police, c'est une ligne rouge. Sur la police. Mais attendez. On est devant un constat. D'abord, le budget du ministère de l'Intérieur va augmenter, mais on est sur un constat où partout, quelque part, il y a le feu. Il y a la police, il y a les hôpitaux, il y a tout ça. Donc je pense que secteur par secteur, si on veut être raisonnable et faire les choses convenablement, il faut effectivement, puisque les syndicats, pour une fois, sont tous réunis, et c'est pas arrivé depuis 20 ans, vous l'avez rappelé, donc la crise est importante, mais on le savait, c'est effectivement travailler avec les syndicats pour déterminer quel est l'ordre chronologique dans lequel on va faire les choses. Si vous voulez une réponse sur les retraites, puisqu'on va aller vers la retraite par points, il peut très bien y avoir un système de compensation des annuités qu'ils ont peur de perdre, de gains. Avec un système de points. Avec un système de points. Et c'est à travailler avec eux. Il n'y a pas de fermeture de la part du gouvernement là-dessus. On peut tout envisager, mais il faut le faire avec eux. Il faut trouver un moment de concorde. Est-ce qu'on commence par rembourser les heures supplémentaires? Est-ce qu'on commence par affecter plus de moyens? Ça se ferait partout ailleurs quand même. Hein. Oui, bah oui. Mais oui, mais ça a 10 ans d'heures supplémentaires. On pose encore beaucoup de questions. Excusez-moi, je pense que la foule qu'on voit là a besoin de réponses. Vous les payez pas comme Bruno Millienne, maintenant, ils attendent des réponses. Ils sont très nombreux. On va continuer à suivre ce que les policiers ont appelé une marche de la colère qui va s'élancer de la place de la Bastille. Merci à Éric Ossandon pour ces images. Notre débat, il va continuer. Il va nous mener sur d'autres chemins. Ça va nous mener à l'impôt sur la fortune. Ça a son importance. La fraude à la sécurité sociale également. On met souvent en cause les patients qui prendraient trop d'arrêts maladie indus. Il faut peut-être aller voir aussi ce qui se passe du côté des médecins, des ambulanciers ou encore des infirmiers. À tout de suite. Notamment, c'est peut-être aussi nécessaire de rétablir l'équilibre des choses. Écoutez, stigmatiser 99% de la population médicale et paramédicale, je trouve que effectivement c'est regrettable qu'il y ait ces 260 millions de fraudes, mais encore une fois, c'est à rapporter aux 203 milliards que vous n'êtes pas ému par le chiffre, visiblement, Jean-Paul Hamon. Écoutez, je suis pas ému par ce chiffre parce que ça ne représente que 0,5% de la population médicale et paramédicale. C'est pas compliqué. C'est pas la peine de stigmatiser le reste de la profession qui, je vous le rappelle, depuis quelques années, l'est assez. Nous ne stigmatisons pas, nous posons les faits. Est-ce que, juste encore un mot, vous voyez qu'il y a plus de contrôle sur le terrain? Est-ce que ça vous remonte, ça, comme information ou pas? Il y a toujours eu des contrôles de la caisse d'assurance maladie. On a même reproché à la caisse d'assurance maladie de ne pas respecter la règle de 3, de stigmatiser des médecins qui feraient plus d'arrêts de travail que leurs camarades sans faire la moindre critique sur le nombre de patients qu'ils ont, sans faire la moindre critique sur la population qu'ils soignent. On a même eu des chirurgiens qui opéraient les hanches, qui ont eu des réflexions de la part de la caisse d'assurance maladie parce qu'ils faisaient plus d'arrêts de travail. Les chirurgiens qui opéraient les épaules faisaient plus d'arrêts de travail que les chirurgiens qui opéraient des hanches. Sauf que les hanches, on opère des retraités et que les épaules, on opère des actifs. Donc, si vous voulez, ce genre de contrôle est totalement abusif et on pourra vous en sortir des tonnes. Merci Jean-Paul Hamon, on a bien entendu votre point de vue, vous tendez à minimiser pour ne pas stigmatiser, dites-vous. Bruno Millienne, vous avez écouté Jean-Paul Hamon, vous partagez son constat Sur les chiffres, il a raison, ça concerne 0,5% des médecins, mais pour autant, ce 0,5%, il faut le condamner. Enfin, il n'y a pas un mot de condamnation dans la bouche du docteur Hamon, c'est pas normal. Il y a 0,5% des médecins, on est très loin du serment d'Hippocrate, là. Même si effectivement on regarde le budget de la sécurité sociale, 261 millions ou 265 millions, c'est pas grand-chose. Que des médecins se livrent à ce genre d'acte n'est absolument pas normal et doit être condamné. D'autant que pendant des années, on a plutôt condamné les citoyens
qui abusaient. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que je parlais de d'idées la sécurité reçues. sociale. Et souvent, on Donc, nous a voilà, expliqué il y a que maintenant les les choses sont patients remises à- avaient tendance à Ces avoir des 0,5% attitudes doivent être excessives. condamnés, absolument. Voilà, Mais il y a les deux, quoi. C'est un peu curieux dans ce pays. D'abord, quand on parle de responsabiliser, on parle toujours de stigmatiser. Alors Oui, c'est pas la même on chose, mais stigmatise quelles pas. que soient les catégories, qu'il s'agisse des pollueurs, des fraudeurs ou de n'importe qui. Et ensuite, une fraude n'exclut pas l'autre. Elles sont toutes à combattre de la même façon. Exactement. Je veux dire, la fraude aux minima sociaux doit être combattue comme la fraude fiscale des plus riches. La fraude à la Sécu, aux arrêts de maladie doit être combattue comme la fraude des médecins. Et l'un n'exclut pas l'autre, et l'un n'exclut pas l'autre. Bon, voilà, donc, et on aimerait effectivement que les représentants professionnels condamnent fermement ceux qui, dans leur profession, fraudent comme on l'attend de toute catégorie. Je vous donne la parole juste parce que la Caisse nationale d'assurance maladie qui a permis ce chiffrage, elle prend plusieurs exemples. L'exemple d'un médecin qui facture plusieurs fois un même acte, l'exemple d'une entreprise de transport en ambulance qui utilise différents moyens pour gonfler le montant des factures. Il n'y a pas que les médecins, parce que là, Jean-Paul Hamon, il représente les médecins généralistes, il y a les ambulanciers, des infirmiers aussi libéraux. Pour avoir vu quand même rapidement l'étude, il y a le corps médical, les médecins, ceux qui sont effectivement soumis au serment d'Hippocrate, mais pas que. Et donc, Pas que, c'est les professionnels de santé. On voit aussi dans ces fraudeurs des professionnels de santé toutes les professions paramédicales qui parfois n'ont pas du tout la même vision de l'éthique que peut l'avoir un professionnel de santé. Après, bien évidemment, on peut relativiser ce montant-là dans l'impact que ça a sur l'ensemble du budget de la sécurité sociale dans notre pays, mais on ne peut pas accepter effectivement qu'un professionnel de santé surfacture et multiplie des actes qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on se doit quand même visiblement, c'est dur à condamner du côté Alors, des on se doit, je professionnels crois, de santé. d'accepter le travail bien fait pour tout le monde. Et après, je pense qu'effectivement, là où il faut être prudent collectivement dans les analyses que nous faisons de ce genre d'études, c'est qu'il y a des brebis galeuses, c'est bien à celles-ci qu'il faut s'attaquer et que ce n'est pas l'ensemble de la profession. D'ailleurs, je crois que dans l'exemple qui était donné, moi je ne suis même pas sûre que ce soit les médecins qui aient le plus de patients à la journée et qui ne comptent pas leurs heures, qui soient ceux qui abusent le pas plus sûr que ce soit les mêmes. de ces débordements-là. Donc Laurent voilà, Jacobelli. je crois qu'il faut raison garder et s'attaquer réellement à ceux qui ne respectent pas les règles qui leur sont imposées. Il y a des domaines sur lesquels il ne faut pas renier. On parlait tout à l'heure de la sécurité, on parle là de la santé. Clairement, ce sont des besoins essentiels pour mener une vie normale dans notre société. Et donc, plutôt que de dérembourser, plutôt que de rendre plus difficile l'accès à l'hôpital, il faut évidemment faire la chasse aux fraudes et aux abus, d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent des malades, qu'elles viennent des médecins. Et je suis moi aussi étonné du manque de recul du docteur Hamon qui n'arrive pas à critiquer le fait que certains de ses collègues abusent. S'il y en a, il faut évidemment le condamner. Mais surtout cette fraude de 265 millions d'euros. Il faut qu'on aille plus loin dans l'enquête déjà, parce que je vous rappelle qu'on a découvert récemment qu'il y avait 80 millions de cartes de sécu ou de numéros de sécu pour 66 millions d'habitants. De ce point de vue-là, les chiffres ont été nettement relativisés. Il y a un biais statistique, mais attendons de savoir la vérité. Et puis, il y a aussi tous les abus en matière de santé. Et là, ce ne sont pas les médecins qui sont responsables, ce ne sont pas les utilisateurs, c'est parfois le gouvernement, l'État. Quand on voit qu'en France, on paye les soins à des gens qui viennent de Géorgie et d'Albanie pour se faire soigner gratuitement. Alors en fait, attendez, avant de pousser des cris d'orfraie, je comprends bien. Pour taper sur les médecins, vous êtes là, mais sur les illégaux, moins. Je vais terminer. De la dérive de ce débat-là. C'est pas une dérive, madame. On parle de la santé des Français. Je vais terminer. Vous me répondrez. Vaut mieux ne pas le soigner. Vous me répondrez, madame. Il y a des gens qui viennent de Géorgie, d'Albanie, qui viennent, d'où ils veulent, qui font la demande d'asile, qui se font soigner, qui rentrent chez eux. Que vous tolériez ça, madame, c'est quelque chose. Moi, je ne tolère pas. C'est une loi, c'est pas une fraude. Ça existe, la CMU. C'est un abus, cette loi est abusive. Eh bien, on doit revenir dessus. De même que les 1 milliard, je comprends que ça vous gêne, mais je vais terminer. C'est pas que ça me gêne. De même qu'il y ait 1 milliard d'AME, c'est-à-dire qu'on soigne des illégaux. Voilà, des illégaux. Même pas des gens qui sont en demande d'asile, mais des illégaux. Bref, il faut faire le ménage partout. Encore une fois, permettez-moi de préciser que ce n'est pas une fraude. Non, aujourd'hui, l'aide médicale d'État, elle existe. D'accord, mais il faut revenir dessus. Et quand on fait le cumul de tout ça, quand on fait le cumul de tout ça, c'est au minimum 2 milliards qu'on peut rendre à la santé des Français. La fraude, les abus, qu'ils soient légaux, illégaux. Et excusez-moi, il faut tout mettre sur la table. Quand on ferme des lits d'hôpitaux, quand on ferme des lits d'hôpitaux, qu'on demande aux Français de moins se soigner, il y a un Français sur 3 qui renonce aux soins. On ne ferme pas des lits d'hôpitaux à cause de l'AME, puisqu'il en faut plus justement avec l'AME. Donc il y a un léger paradoxe.
Alors attendez. Les budgets, vous savez bien que c'est pas des vases non, mais si vous voulez, c'est chacun son tour ici. François, on est d'accord. C'est pas une raison pour dire des bêtises. Donc, non, mais merci. Je vous ai pas dit que vous disiez des bêtises et pourtant vous en dites. Non. J'estime qu'il faut stigmatiser personne. On n'est pas coupable parce qu'on est d'une profession, on n'est pas coupable parce qu'on est dans un statut, on n'est pas non plus coupable parce qu'on est d'une certaine origine, une certaine religion. Et il y a des gens qui fraudent partout. Vous avez tendance quand même à stigmatiser plutôt certains que d'autres. S'il vous plaît, chacun son tour. Bon, deuxièmement, moi je suis de ceux qui pensent que l'AME doit être réformée pour être une aide médicale d'urgence. Mais en revanche, dans notre pays, on ne laisse crever personne. On se soucie de la santé des Français. Mais attendez, ça c'est encore un autre sujet. Pardonnez-moi, François Rodidier. Je tenais à recadrer. Juste sur la fraude, la Caisse nationale d'assurance maladie nous explique qu'elle a de nouveaux outils de plus spécifiques, de profileurs pour aller plus cibler, plus efficacement. On est rentré aussi dans cette société un peu de flicage permanent. On est obsédé par la chasse à la fraude. Non, mais il y a un moment où vous voyez bien que les fraudes en tout genre, que ce soit les fraudes fiscales ou que ce soit les fraudes à la sécurité sociale, sont des fraudes qui coûtent cher à l'État. Et il y a quand même un certain nombre de personnes, citoyens et professionnels, je ne stigmatise personne, qui se livrent à ça. Enfin, en France, c'est un petit jeu un petit peu national, moins peut-être qu'en Italie ou que dans certains pays, mais on aime bien ça. Frauder ? Faire la chasse un petit peu au fisc et essayer d'échapper. Mais il y a un moment ou un autre, il y a un devoir de solidarité tel en France qu'il faut aussi aller chercher ceux qui fraudent et ceux qui continuent à frauder, quels qu'ils soient. Enfin, il n'y a pas de petite pour moi, il n'y a pas de petite ou de grosse fraude. Il n'y a pas d'un côté la fraude fiscale des milliardaires qui est à bannir absolument, et je suis d'accord, et puis la fraude sociale qui serait, elle, acceptable. C'est vrai. Cécile Cukierman, le mot de la fin sur ce sujet. Bon, bref, d'une question de fraude à la Sécu de quelques professionnels, on a tout balayé. Le tout est dans tout peut-être, mais là je pense qu'on va dans les excès. Non, je crois qu'il faut effectivement reprendre ces questions-là. Moi je le dis, il faudrait avoir précisément aussi la répartition, y compris entre médecins et autres intervenants dans le monde de la santé. Parce que non, il y a les établissements et il y a les professionnels de santé dans lesquels on inclut effectivement aussi les ambulanciers, etc. Donc un certain nombre d'autres frais liés à cela. Et on ne peut pas en tout cas avoir un discours depuis quelques années, et je l'ai combattu, qui disent finalement qu'il faut dérembourser des médicaments, qu'il faut que chacun prenne sur lui, qu'il faut que chacun fasse des efforts, et effectivement avoir de l'autre côté cette attitude d'une partie infime du corps médical. Je vous interromps, parce que nous retournons place de la Bastille. Je vous interromps, excusez-moi, nous retournons place de la Bastille pour cette image symbolique des policiers qui s'allongent sur le sol, masque blanc. On voit, me semble-t-il, comme des pierres tombales, des cercueils portés, la faucheuse qui est là symboliquement. 51 cercueils, comme le nombre de policiers qui se sont donné la mort depuis le mois de janvier, ce qui est plus que sur toute l'année 2018. Voilà une des images fortes de ce rassemblement dont nous parlions à l'instant, place de la Bastille, de cette marche de la colère. Laurent Jacobelli. Et juste un mot, d'abord pour une pensée pour toutes les familles et tous les proches de ces policiers qui sont partis, mais dire aussi qu'on a beaucoup parlé d'argent, on a beaucoup parlé de restructuration. Je pense que l'on voit là que les policiers, c'est dans leurs émotions, dans leur âme qu'ils sont touchés. Ils se sentent trahis, ils se sentent souvent pas soutenus, et ce depuis 10-20 ans par le gouvernement. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, parfois de médias, quand il y a quelque chose qui oppose un policier et quelqu'un qui est arrêté et qu'il y a des coups d'échanger, et bien souvent on considère par principe que le policier est coupable. On l'a vu dans l'affaire Théo, on l'a vu dans d'autres affaires récentes. C'est un vrai état d'esprit qu'il faut changer, et je crois qu'il y a eu une vraie trahison avec cette politique du chiffre qui a dénaturé leur métier. Si vous permettez, Laurent Jacobelli, se souvenir aussi que derrière des chiffres, il y a des familles. Absolument, c'est ce que j'ai dit en introduction. Des familles endeuillées, nombreuses familles endeuillées en situation de détresse, et cette image est assez saisissante sur cette place de la Bastille où on voit qu'il y a beaucoup de monde à ce rassemblement. Cécile Cukierman. Je crois que d'abord, 51 suicides, ça veut dire qu'il y en aura plus d'un par semaine à la fin de l'année, malheureusement. D'abord, bien évidemment, je crois que ce sont des familles qui sont endeuillées. On a quand même, c'est l'expression, parce que malheureusement, ce n'est pas que ce seul corps de la fonction publique, des métiers en général, où on a de plus en plus recours au suicide. Ça veut dire qu'on a effectivement un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus à bout et qui n'ont que comme seule solution qu'il leur reste, j'ai envie de dire malheureusement,
de se donner la mort, de se retirer la vie pour exprimer ce désespoir. Donc, je crois que ça doit nous interroger, ne pas simplement rester dans l'émotion de cette image, mais effectivement trouver ensemble les solutions à apporter. Moi, je crois qu'il y a urgence à ce que l'ensemble des organisations syndicales de la police puissent aujourd'hui être reçues et qu'il y ait un vrai travail de propositions, de planification, de plans pluriannuels puissent être mises en œuvre dans notre pays pour répondre à cette problématique policière, tant sur le nombre que les missions qui sont données aujourd'hui et demain à la police dans notre pays. Cette image restera comme une image marquante, forte de ce rassemblement où on voit cette personne déguisée en faucheuse, la mort. Ces cercueils, 51 cercueils et 51 personnes, j'imagine, allongées à même le sol, avec ces masques blancs pour symboliser tous ces policières qui se sont donné la mort depuis le début du mois de janvier. Cette image, elle est absolument terrible et je pense que, alors évidemment, comme tout le monde, on pense aux familles de ces gens qui se sont suicidés, de ces policiers qui se sont suicidés, mais je pense que cette image, elle est forte et ils ont bien fait de la mettre comme ça et de la mettre aux yeux du public parce que... Ils ont bien fait, oui. Oui, ils ont bien fait, parce qu'il y a un moment aussi, il faut que chacun d'entre nous, en responsabilité, on sache exactement, en tant que citoyen, ce qu'on fait vis-à-vis de cette police. Laurent Giacobelli l'a rappelé tout à l'heure, pourtant on n'est pas tout le temps d'accord, mais effectivement, lors de la crise des Gilets jaunes, on a toujours stigmatisé la police. Alors, pas nous sur les plateaux, pas nous les responsables politiques, parce qu'on a pris leur défense, mais ils ont tout le temps été stigmatisés. C'était de leur faute tout le temps. Les violences policières, il n'y avait que les violences policières et pas les violences des manifestants. Il y avait des violences des manifestants. Et on a apporté notre soutien aux policiers et aux gendarmes. Malheureusement, ça ne suffisait pas dans l'opinion publique. Moi, ce que je voudrais leur dire aussi à tous ces policiers qui sont au bord de craquer, parce que c'est pas forcément dans leur ADN, des cellules psychologiques ont été mises en place, il faut qu'ils parlent absolument. Je ne sais que ça ne résout pas le problème. Mais si des applaudissements en tout cas, peut-être après cette séquence. Si ça peut aider quelques-uns à ne pas passer à l'acte, ça c'est en route et c'était en route dans la police depuis longtemps. C'est-à-dire que je vous interromps, excusez-moi, on repart sur place avec William Molinier. Racontez-nous un peu cette scène, William Molinier, le climat en début de marche. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une scène extrêmement émouvante, beaucoup d'émotions. Il y a Molinier, alors qu'on entend une Marseillaise qui retentit. Cette ambiance, je la connais. J'étais aux obsèques de Maggie Biskupski, la présidente des policiers en colère qui se sont suicidés. Je suis de très près depuis des mois, des années. C'est pour ça que j'enrageais quand même quant au gouvernement, quand les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur paraissaient très indifférents et traitaient de façon technique ces drames humains qui relèvent en partie de questions budgétaires, qui relèvent aussi de questions beaucoup plus psychologiques comme celui du management dans la police, de la réponse judiciaire aussi, donc de l'attitude des magistrats et des citoyens, comme ça a été dit, ne peuvent pas se retourner à chaque fois de l'émotion et ne pas soutenir les policiers en toutes circonstances. Je veux dire que le suivi psychologique existe dans la police depuis des années, mais que les causes sont beaucoup plus larges et beaucoup plus en amont et qu'il faut agir sur celle-là pour que les policiers puissent retrouver confiance ou sentir la confiance des magistrats, de leur hiérarchie, des élus et travailler dans un tout autre On va continuer contexte. à suivre ensemble évidemment cette marche qui va quitter la place de la Bastille, ce cortège qui va quitter la place de la Bastille. Dans un instant, on ouvre un autre chapitre du débat d'LCI Midi qui concerne l'impôt sur la fortune, l'un des marqueurs du début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Premier bilan, qu'en est-il du ruissellement ? A tout de suite. Le temps du bilan est-il le temps du ruissellement, près de 2 ans après le vote de la réforme de l'impôt sur la fortune, marqueur s'il en est du début de quinquennat? Un comité d'évaluation livre un premier constat, on va le détailler ensemble. Mais souvenez-vous d'abord de ce que disait sur l'ISF il y a encore quelques mois Emmanuel Macron. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Et comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés. Ah, et bien c'est là que déjà on a quelques premiers éléments qui nous permettent d'évaluer un petit peu les choses. D'abord un constat, cette réforme de l'ISF, transformée en impôt sur la fortune immobilière, IFI, elle a coûté moins cher que prévu, ou rapporté plus que prévu selon le point de vue. On nous dit que ça a atteint 1,3 milliard de recettes contre 850 millions attendus. Bruno Millienne, c'est un moindre mal ?
Mais non, mais d'abord, on est le comité d'évaluation, déjà, je voudrais dire, parce que alors là, pour le coup, nous, on est un petit peu à l'aise au Modem là-dessus. Vous n'étiez pas... Le comité d'évaluation, ça a quand même été quelque chose qui a été porté par Jean-Noël Barrot. Oui. D'accord. Alors Jean-Noël Barrot, vous allez peut-être nous expliquer qui c'est. Alors Jean-Noël Barrot, pas très connu du grand public. C'est un des députés Modem. Voilà. Et il a voulu que ce comité d'évaluation soit mis en place pour qu'on puisse rendre compte le plus rapidement possible, tout en sachant qu'en 2019, ce serait trop tôt, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'au moment où cette réforme a été faite, nous n'étions pas tout à fait en phase avec le gouvernement. C'est pas très chaud sur cette question. Non, c'est pas ça. C'est que nous, on disait simplement tout ce qui retourne dans l'outil de production doit être défiscalisé, mais ne changeons pas les choses. ISF, IFI, ça n'avait pas de sens. Donc c'est un petit peu, c'est ce qui a été fait, pas tout à fait comme on le voulait. On a mis en place ce comité d'évaluation. C'est un petit peu trop tôt, effectivement, pour parler de ruissellement. On peut se réjouir quand même du fait que ça coûte moins ou que ça rapporte plus. Oui. Selon de quel côté on se pose. Et en 2020, on aura un rapport final qui pourra nous dire si ça a eu une influence sur le PIB ou pas. Sur l'économie, le fameux ruissellement. Est-ce que ça profite à l'économie? On nous dit beaucoup que les gros patrimoines ont surtout privilégié le versement de dividendes. A priori, ça va peut-être pas dans l'économie, ça. Ou alors, j'aurais mal compris, Cécile Cukierman. Écoutez, je crois que notre pays traverse une crise de sécheresse, une période de sécheresse très forte cet été. Et malheureusement, c'est la même au niveau économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ruissellement. Il n'y a pas eu cette grande théorie du ruissellement qui faisait dire au gouvernement et à la majorité présidentielle que finalement, en aidant les riches, ils réinvestiraient au service de tous. Ça n'a pas fonctionné, mais je n'ai jamais cru que cela fonctionnerait. Et d'ailleurs, dans les premières analyses que donne cette étude, c'est bien précisé. Voilà, ça a bénéficié aux 5% des ménages les plus riches de notre pays. Mais c'est un choix politique. Si le choix du gouvernement est dans notre pays de faire de la politique et de faire des avantages au service des plus riches plutôt qu'au service de l'intérêt général et du plus grand nombre, j'ai envie de dire, nous en avons ici la démonstration. Certains ont besoin d'une étude et d'un rapport et d'une autre étude et d'un autre rapport dans un an. Mais ça ne changera rien, je crois, aux choix et aux engagements politiques qui sont les nôtres. C'est-à-dire d'une politique au service de tous ou pas. Factuellement, sur ce que dit sur le ruissellement, il semblerait quand même que les contribuables concernés semblent avoir davantage consommé le revenu supplémentaire que ça leur a apporté qu'investi en actions, par exemple, dans des entreprises, ce qui pouvait être la logique. Si, il y a eu Laurent Jacobelli. Sur les PME. Laurent Jacobelli et François Grosdidier ensuite. Laurent Jacobelli. D'abord, le comité lui-même dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Donc je trouve que cette opération de communication et d'autosatisfaction sur la réussite du retrait de l'impôt. Il n'y a pas d'autosatisfaction, Laurent Jacobelli. Il y a un constat. Non, mais le constat justement est qu'il n'y a pas de constat. Deuxièmement, on nous dit ça n'a ramené personne en France. Ah je croyais que c'était l'objectif. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non. Alors attendez, ça je vais l'ouvrir ce chapitre-là. En revanche, ça peut être éviter des départs, c'est ce que nous dit le gouvernement. Ça peut être éviter des départs. Donc ça veut dire qu'il y en a qu'on continue à partir. Donc c'est pas la panacée. Très franchement. Aujourd'hui, où on nous explique que pour équilibrer le budget, il manque 5 milliards, c'est quand même compliqué de nous expliquer que les 3,5 milliards qui manquent de l'ISF sont les bienvenus. Mais surtout, moi, j'aimerais aller plus loin. On peut dire... Alors, si demain, par contre, on s'aperçoit que c'était bénéfique pour l'économie, j'applaudirais dès demain. Pour l'instant, rien ne le montre. Mais j'aimerais quand même continuer dans l'analyse. C'est un cadeau qui a été fait aux plus riches. On ne peut pas le nier. Et les 5%... Emmanuel Macron, il s'en défend. Il dit que ça doit servir à l'économie. Mais le seul fait réel que vous avez cité, les 5%, pour le coup, concernent les imposables les plus riches. Donc pour l'instant, ça semble dire ça. Mais j'aimerais alerter les Français quand même sur ce qui se passe. Parce que j'entends beaucoup sur les plateaux depuis ce matin, les représentants du gouvernement ou de la République En Marche, dire oui, mais il y a 17 milliards qui vont être réinjectés suite aux demandes des Gilets jaunes pour la consommation des Français. Ça, c'est dans le budget 2020. Exactement. Oui. Mais donc, que finalement... Il n'y en a pas que pour les riches, il y a pour tout le monde. Oui. J'aimerais quand même signer le signal d'alarme parce que ces 17 milliards, je tiens à expliquer où ils vont être pris. Ils vont être pris sur le budget de la sécurité sociale et que donc demain, ces 17 milliards, les Français, par hausse de cotisation, par baisse des remboursements, devront les payer. Donc quand ce sont les classes moyennes, les classes les plus faibles, quand ce sont les classes moyennes... il n'y a rien qui le prouve en l'état. Oui, il n'y a rien. C'est toujours le chiffon rouge de la valeur. Non, mais les 17 milliards, c'est une piste de l'aller chercher à la sécurité sociale. C'est pas moi qui l'invente. Vous savez, c'est pas moi qui fais le budget. Mais quand c'est pour les classes moyennes et les classes les plus faibles, ce qu'on prend dans une poche, on le rend dans l'autre. En revanche, quand c'est pour les plus riches, on ne voit pas ce système de réciprocité. Donc pour l'instant, tout ça est un peu suspect. François Grosdidier, je vous donne la parole juste factuellement sur, c'est un autre élément concret quand même, sur les départs. Vous parliez des départs, des retours peut-être, mais des départs. Selon les professionnels de la gestion des patrimoines, le nombre de départs de ménages assujettis à l'ISF a chuté de 40%. En 2017,
C'est au plus bas depuis 2003. Alors la loi n'était pas votée, mais le candidat Macron avait affiché la couleur et son intention de toucher à l'ISF. Et écoutez ce qu'on dit sur cette question en particulier. Je vous donne la parole, François Grosdidier. Faites-moi confiance. Gérald Darmanin, voici ce qu'il en dit sur la question justement des exilés fiscaux, l'impact de l'ISF. Je ne connais pas grand monde qui paye l'ISF dans mon entourage personnel. Mais... Bon, par contre, je connais les Tourquenois, les habitants de Tourcoing. Les habitants de Tourcoing, ils ont 16 à 17 à 18% de chômage depuis 10 ans. Et ils voient que de l'autre côté de la frontière belge, il n'y a pas l'ISF. Par contre, il y a encore des usines textiles. Ce qu'on voit, c'est que l'idéologie fiscale qui poussait à dire il faut que les riches payent, et quand les riches sont partis de l'autre côté de la frontière, l'emploi est parti également. Donc je préfère qu'on supprime l'ISF et qu'on baisse le chômage sans idéologie que d'avoir une idéologie fiscale et de donner aux Belges la richesse et l'emploi que les petits Tourquenois devraient avoir demain. Alors, précisons que les municipales ne sont pas loin. J'attendais la parole, mais je pourrais dire la même chose. François Grosdidier, allez-y. Donc, la même chose que Gérard Darmanin, sauf que moi, je suis en Moselle. J'ai été maire d'une ville de la région Messine où j'avais 40% de chômage dans certains quartiers, et juste à côté du Luxembourg, absolument prospère. Et nous avons 100 000 Mosellans qui font l'embouteillage, c'est pire que pour entrer dans Paris tous les matins, pour aller travailler au Luxembourg. Donc la réalité, elle est là. La réforme de l'ISF, vous voyez la différence ? Oui, bien sûr, parce que nous sommes déjà le pays le plus fiscalisé au monde. Alors, on peut penser effectivement, d'ailleurs, je m'amuse toujours quand je vois le Rassemblement national qui rejoint finalement le Parti communiste dans le discours très démagogique anti-riche, mais au moins qui est porté avec plus de conviction et depuis plus longtemps par les communistes que par les lepénistes. Mais s'il vous plaît, c'est chacun son tour. François Grosdidier, allez-y, vous avez la parole, vous le savez. Vous m'attaquez, oui, mais arrêtez de répondre. Allez, arrêtez de couper systématiquement. Eh ben alors ne m'attaquez pas, s'il vous plaît, arrêtez. Non, mais j'ai encore la liberté de m'exprimer. La preuve, vous l'avez sur ce plateau. Mais on a le droit de parler à condition d'être d'accord avec vous. Non, allez, vous. Bon, donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Et effectivement, je pense que d'abord, c'est effectivement trop tôt pour mesurer, ça tout le monde est d'accord, mais je remarque que ceux qui étaient contre essaient de trouver des arguments contre, et ceux qui étaient pour peuvent aussi en trouver, et que le comité nous dit que de toute façon, c'est trop tôt aujourd'hui pour en tirer. Ce qui est certain, c'est que ça ne sert à rien de surimposer des contribuables qui ne sont pas là et qui peuvent partir. Effectivement, nous avions un mouvement depuis des années, même des décennies, de départ dont je suis le témoin physique quand on habite dans un département. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez depuis 2 ans une différence, justement, effectivement, je ne peux pas en tirer des statistiques, mais je sais que nous avons des gens qui sont revenus. Je sais que nous avons des gens qui ont décidé, malgré tout, et c'est un parlementaire de l'opposition qui vous le dit. Vous êtes de l'opposition ? Parce que j'en suis simplement le témoin objectif sur mon territoire. Donc c'est trop tôt pour en tirer des conséquences, mais c'est pas la surfiscalisation qui apporte de la richesse. Contrairement à ce que pense le Parti communiste et contrairement à ce que vous croyez maintenant. 2020, déjà, on aura des pistes très sérieuses sur effectivement l'effet sur le PIB. Attendons 2020. Il faut un peu plus de 18 mois pour mesurer. Et pourquoi on les aura plus qu'aujourd'hui ? Parce que 2 ans, ça suffit pas. 18 mois, ça suffit pas. 18 mois, ça suffit pas, honnêtement. Et moi, j'ai été le témoin, là, pour le coup, alors je ne suis pas comme Gérald Darmanin, mais j'ai été le témoin de gens qui ne sont pas partis parce que l'IFI a été mis en place et qu'ils ont utilisé l'IFI, effectivement, pour investir dans des PME. Donc, je suis incapable de vous dire le nombre. J'en connais personnellement quelques-uns, j'ai cette chance-là, mais ces gens-là, leurs conseillers fiscaux leur disaient « Monsieur, madame, s'il y a une chose à faire pour vous, c'est de partir à l'étranger, parce que là, en France, ça va vous coûter très cher. » Et finalement, quand l'IFI est arrivé, pour eux, ça a été la manière de rester chez eux et d'investir dans les PME. D'ailleurs, dans les premiers résultats qu'on a, si bénéfice il y a, vous voyez, je suis prudent, c'est vers les PME que ça s'est tourné. Enfin, en tout cas, vous allez peut-être traîner ça tout le long du quinquennat, comme un sparadrap. On va parler d'un autre sparadrap dans un instant qui s'appelle Benalla. Ce qui a été dit sera fait, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, on changera. Ah bon ? Pour l'instant, vous y engagez. Ça, c'est plutôt rassurant. Pour l'instant, ce qui est insupportable, c'est la pression fiscale générale. Et là-dessus, je pense qu'on pourra être tous d'accord. Nous sommes le leader européen, voire mondiaux, de la pression fiscale. Et ça devient insupportable Laurent pour tous les Français. On n'arrête pas de la faire baisser, Ce que j'ai critiqué, évidemment, je vais rassurer M. Grosdidier, c'est pas une politique anti-riche. C'est que au moment où la pression fiscale s'accélérait ou se maintenait sur les plus faibles, il était indécent de faire un cadeau à d'autres qui étaient effectivement les plus riches. On fait un cadeau à tout le monde. Et on en a beaucoup entendu parler sur les ronds-points des Gilets jaunes. Nous a fait perdre de l'argent et de l'investissement. C'est une paix fiscale, baisser massivement, notamment l'impôt sur le revenu, mais pas que ça, toutes les taxes intermédiaires, pour que les Français consomment. Qu'il y ait aujourd'hui une taxe
TVA sur la taxe carburant, c'est-à-dire un impôt sur l'impôt, par exemple, devient aberrant. Alors Cécile Cukierman, le mot de la fin sur cette question. Non, mais d'abord, en même temps l'augmentation des dépenses. Ne parlez pas en notre nom. Le Front National, ne parlez pas en notre nom. Vous avez déjà du mal à être opposant au gouvernement. Ça ne sert à rien. Non, je suis opposant. S'il vous plaît, François Grosdidier, j'en appelle à votre discipline. D'abord, je voudrais rappeler que mon engagement politique, il n'est pas de faire que les riches deviennent pauvres, mais que les pauvres vivent mieux. Et que donc, ce n'est pas une question d'être pour ou contre les riches, mais comment est-ce que dans notre pays, les richesses sont redistribuées, sont réparties, et qu'effectivement, chacun contribue selon ses revenus. Et vous pouvez les uns les autres parler de l'énorme pression fiscale. Le premier souci dans ce pays, c'est qu'effectivement, la pression fiscale n'est pas la même selon ce que l'on gagne. C'est vrai chez les ménages, c'est vrai dans les entreprises. Et aujourd'hui, en proportion, une petite PME est beaucoup plus assujettie à la pression fiscale qu'un grand groupe qui contribue moins. Les citoyens payent selon leurs revenus. Non, M. Grosdidier, quand même, vous êtes autant parlementaire que moi. Oui. La question des tranches qui fait qu'à un moment donné, la courbe de Gauss s'inverse et permet effectivement aux plus fortunés en proproportion de payer moins d'impôts qu'une classe moyenne. Vous la connaissez, y compris, vous l'avez aussi dénoncé en son temps. Ça fait partie des enjeux de campagne. Donc, non, mais moi, je veux juste dire sur cette question de l'ISF qu'effectivement, c'est une question de principe et de faire croire aujourd'hui que la suppression de l'ISF, c'est ce qui va redonner du boulot aux gamins des quartiers de Tourcoing. Je crois qu'il ne faut pas se moquer des personnes parce que c'est jouer avec le feu pour ces femmes et ces hommes-là. Je parlais de sparadrap à l'instant pour la majorité sur l'impôt sur la fortune. Je pourrais parler d'un autre sparadrap. C'est un certain Alexandre Benalla qui est cité dans 2 informations judiciaires, 5 enquêtes préliminaires et qui envisagerait de se présenter au municipal en Seine-Saint-Denis. On aurait pu imaginer discret, replié après le scandale que l'on sait. C'est tout l'inverse. Il aurait donc ce projet politique. Alors, François Grosdidier, je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question parce que je sais que, et Cécile Cukierman en tant que sénatrice également, il y a eu une commission d'enquête parlementaire et non pas une mission. Vous avez défié Alexandre Benalla, ou est-ce l'inverse, je ne sais pas, et aujourd'hui il envisagerait de se lancer en politique. Qu'est-ce que ça vous fait, François Grosdidier ? Écoutez, on a effectivement une commission d'enquête, mais qui ne concernait pas que M. Benalla. Certes. Un important dysfonctionnement, même pas, un petit dysfonctionnement du pouvoir, mais qui était symptomatique, et qui est plus devenu une affaire d'État parce qu'il était devenu un mensonge d'État, puisque tout le monde nous expliquait que M. Benalla s'occupait de tout sauf de sécurité avant que le Sénat ne démontre le contraire. Non, mais quelque part, ça habilitait le mensonge. Quelque part, finalement, tout passe. Donc tout passe au point qu'on peut se représenter derrière. C'est la conclusion que j'en tire. Après, c'était la justice de faire son travail et de faire son œuvre. Mais enfin, on verra quel sera le rythme. N'empêchera pas forcément de se présenter. Sa grande force, c'est que le rythme de la justice n'est pas le temps politique. Bon, et il va en jouer. Et il avait tout saisi. Il nous avait impressionné lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale, parce que c'est un homme qui, effectivement, a un vrai talent d'acteur. Et de la ressource, visiblement. Laurent Jacovelli. Oui, je crois que c'est finalement... ça résume bien la Macronie. Benalla, c'est quoi ? C'est un sale gosse qui a eu tout ce qu'il voulait. Son protecteur, président de la République, lui a donné des passeports auxquels il n'avait pas droit, l'accès à l'Assemblée nationale auquel rien ne le prédisposait, le droit de mettre l'uniforme, en tout cas les signes distinctifs de la police, y compris la voiture avec gyrophare, alors que ça aurait dû lui être totalement interdit. Quand il y a eu une enquête sur lui, les preuves ont disparu, le coffre-fort a disparu, etc. Eh bien, aujourd'hui, s'il a un nouveau caprice, c'est faire de la politique, parce que lui aussi aimerait bien peut-être avoir son heure de gloire et agir en toute impunité encore plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Eh bien, comme on lui a jamais montré le respect, comme on lui a jamais montré les limites, comme on lui a jamais tapé sur les doigts, au contraire, comme on lui a tout donné, eh bien, il a plus ce sens de la décence. Ça donne un spectacle un peu indécent, mais quand est-ce qu'on va arrêter d'en parler ? Parce qu'il y a un côté maintenant un peu télé-réalité. Candidat, si vous voulez. Oui, non, mais je comprends. Mais il y a d'autres candidats, y compris autour de cette table. Mais il y a un côté maintenant télé-réalité qui devient gênant. Il ne faudrait pas que ce monsieur devienne la Nabila de la politique. Rapidement, Bruno Millienne. Oui, alors Laurent Jacovelli, vous avez un formidable talent pour instruire à charge sur des choses qui ne sont pas... Benalla, pour le coup, oui. Non, mais enfin, attendez, Benalla, c'est pas que le gouvernement qui a organisé tout ce que vous avez dit. Donc, vous êtes dans l'amalgame un petit peu facile, vous l'avez fait déjà tout à l'heure, mais on vous connaît là-dessus. Non. Quand vous disiez sparadrap de la majorité, ça sera le sparadrap de la majorité si la majorité l'investit. Aujourd'hui, je pense pas que Benalla ait été... Personne n'est investi pour l'instant dans la ville qu'il cible. Non, mais je pour la majorité. C'est sparadrap de la majorité. Bien. Moi, si Benalla est investi par la République En Marche, oui, effectivement, ça sera le sparadrap de la majorité. Je ne pense pas que ce sera le cas, honnêtement. Il faut reconnaître quand même à M. Benalla, qui est encore
il y a encore des affaires qui sont en cours, qui le concernent. Donc on ne sait pas s'il pourra se présenter, parce que la justice va peut-être le rattraper à temps avant qu'il se prononce. Il n'a pas dit qu'il allait être candidat. Non, bien sûr. Mais il est omniprésent sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est autre chose. Mais vous voyez que c'est une personnalité publique. Mais il fait ce qu'il veut. Il y a un moment où je veux bien qu'on soit responsable de tout ce qui se passe sur cette planète, mais on n'est quand même pas responsable des intentions de M. Benalla sur ça. Un mot, Cécile Cukierman, sur cette question pour conclure. Je crois que de toute façon, effectivement, vous l'avez dit, d'abord il fait ce qu'il veut. Faut-il commenter tout ce qu'il fait? Je ne le pense pas. Et pour effectivement, en tout cas, l'avoir entendu comme l'ensemble de mes collègues quand il avait été auditionné au Sénat, je n'ai qu'une chose à dire. Je crois que les habitantes et les habitants de la ville de Saint-Denis ont bien mieux à avoir que ce triste personnage comme maire après le mois de mars 2020. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Midi, il est bientôt 13h30 et il est donc temps d'un nouveau journal.